Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous pour cette interview. Vous êtes photographe au sein du Secours catholique et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle des actions du Secours catholique et notamment pendant cette période de crise sanitaire du Covid-19. Vous avez suivi les bénévoles dans leur distribution de chèques auprès des sans-abri. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment cela s'illustre sur le terrain? Oui, alors l'idée c'était d'aller couvrir l'événement, parce que c'était un événement, c'était le début des distributions des chèques services pour les personnes à la rue. Donc ça se faisait dans la ville de Bordeaux, et l'idée c'était d'aller voir les sans-abri qui, dans le contexte du coronavirus, étaient, disons, un peu abandonnés depuis 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire depuis le début du confinement. Ils recevaient beaucoup moins d'aide que d'habitude. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire la manche, comme on dit, et que là, il y a quand même pas beaucoup de monde dans la rue pour leur donner quelque chose. Et du coup, le Secours catholique avait décidé d'organiser cette distribution de chèques-services. Un chèque-service, c'est un mot un peu... Mais en fait, c'est quelque chose qui permet d'aller dans un magasin d'alimentation, donc c'est donc de s'acheter à manger. Voilà, donc c'était très très attendu. Vous êtes sur le travail de l'image, de venir capturer ces moments-là. Donc, du point de vue il y a la situation, on sait l'expliquer, on la connaît, on sait apporter des solutions. Mais du point de vue de l'image, comment on peut... Comment est-ce qu'on arrive à photographier ces personnes qui sont dans une situation très particulière? Alors déjà, bon, c'est vrai que moi, je suis avec mon appareil photo, je suis avec les équipes du Secours catholique. Donc c'est vrai que ça simplifie déjà les choses parce que mais finalement les équipes sont très implantées sur le terrain. Les personnes qu'on retrouve à la rue sont des personnes qui ont parfois l'habitude de venir dans les accueils de jour du secours. Et c'est vrai que d'arriver avec les bénévoles, tout de suite, voilà, ça crée un lien naturel et ça simplifie en fait le fait d'être photographe et de dire, moi je voudrais, si vous en êtes d'accord, faire des photos et mettre en image ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est important, c'est un moment de l'histoire qui est importante. Et puis ça permet aussi de témoigner auprès des bénévoles de ce qui se passe sur le terrain, qui se rendent compte de la situation et puis de voir de fait à quoi pourrait servir leur don ou pourra servir leur don. Voilà. Et donc, une fois qu'on leur a expliqué un petit peu le contexte, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc., souvent, enfin, moi, à 99,9%, les gens, oui, allez-y, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de réussir à établir les choses, à bien expliquer, et puis aller un petit peu avec le sourire et tout, apporter un petit peu de bien-être, quoi, d'écoute, et puis après les choses se passent le plus naturellement possible. Voilà, en fait, les bénévoles font leur travail. Au bout d'une minute ou deux, ils pensent plus du tout qu'il y a un photographe sur le côté qui fait son travail, et puis du coup, ça permet de faire des choses intéressantes, quoi. Il faut pas être trop quand même pour moi, en tout cas, je suis pas dans la photo volée, vite faite. Je prends plutôt le temps d'échanger, discuter, de présenter d'expliquer un peu, quoi. Et puis, faut quand même qu'il y ait comme une espèce de petite alchimie inconsciente pour que qu'il puisse y avoir une émotion dans les photos. C'est important, je pense, pour que il faut que les photos elles touchent, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on ait l'impression d'y être, que ça fasse le plus vrai possible. Et pour ça, le mieux, c'est que ça soit le plus vrai possible. Et si ça touche, ça fait une connexion entre les gens qui vont voir mes images et qui vont se dire, oui, là, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y ait cette connexion-là, quoi. Voilà. Il y a un très fort message en ce moment qui est passé par le Secours catholique, qui est la devise un peu de l'actualité du moment, à savoir chacun chez soi ne signifie pas chacun pour soi. Comment ça s'illustre en fait ça sur le terrain? Je pense par exemple au deuxième reportage photo que vous avez réalisé. C'est vrai que ces migrants, c'est quelque chose de très particulier en fait, parce que ce sont des gens qui sont très isolés, très très très, qu'on ne voit pas. En fait, même si on passe dans la rue, on se rend même pas compte que derrière les murs, il y a 15 personnes migrants qui sont
complètement isolés. Et leur problématique, en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir parce que la situation sanitaire à l'intérieur de cet immeuble est vraiment très fragile par les temps de coronavirus. Donc si, par malheur, il y en a un qui ramène le Covid-19, comme on dit précisément, à l'intérieur, ce serait assez catastrophique. Donc ils ont mis en place des règles assez strictes de surtout pas sortir, en tout cas le moins possible. Et puis, leur autre problématique, c'est qu'en ne sortant pas, ils ont du mal à faire rentrer la nourriture. Et là, ils ont fait un appel aux bénévoles du secours ils ont fait leur liste, en fait, ils l'ont envoyé en disant on aurait vraiment besoin de ça, enfin vraiment des choses de base. Hein. C'était des pâtes, de l'huile, des pommes de terre, enfin voilà, rien de folichon, mais enfin qui permettait de faire des repas en quantité. Et voilà. Donc eux, oui, en effet, il faut vraiment. Il y a beaucoup de populations auxquelles on ne pense plus. Et je pense qu'heureusement qu'il y a les associations qui ont tissé des liens assez forts depuis pas mal de temps. Alors déjà, on est arrivé, on s'est garé à l'extérieur parce qu'il y avait tout un processus qui a été mis en place pour éviter les contacts. Et eux sont arrivés sur le pas de la porte. Je me souviens, tous très fiers en fait, très dignes en tout cas, mais très éprouvés en même temps, avec une certaine forme d'épuisement. C'était ça. Et puis donc, en nous voyant arriver, là, pour le coup, une forme d'apaisement, d'un coup. Ouais, c'est cette image-là que j'ai sur le pas de la porte. Après, évidemment, quand on commence à rentrer en contact avec eux, à échanger, à discuter, bon, les choses changent un peu, mais cette image-là, elle est assez forte pour moi, oui. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une photo ou un moment qui vous a peut-être le plus marqué là dans les différents reportages et actions que vous avez pu faire pendant la crise? Ouais, je pense à Manuel, un monsieur qui est retourné chez lui au Portugal, d'une 60 ans, je pense qu'il a, ce monsieur. Et ouais, on a discuté avec lui. Il était dans la rue et il était très chic, en fait, d'une gentillesse complètement incroyable, très philosophe. Voilà. Et c'est vrai que ça a été, en plus, l'un des premiers, je crois, à qui on a proposé la réouverture des douches, parce que lui, il aimait bien être toujours impeccable. Voilà, donc c'était amusant de le suivre en fait un petit peu sur plusieurs jours, c'est-à-dire qu'on lui a les premiers jours de distribution de chèques service, où il était content de nous voir, et puis après il y avait la réouverture des douches qui lui permettait un petit peu de retrouver l'aspect physique qu'il souhaitait avoir. Et moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'était que tous les bénévoles en fait ils étaient tous au rendez-vous pour venir aider les autres, comme si de rien n'était. En fait, alors qu'on est dans un contexte complètement nouveau, incroyable, et assez anxiogène et dangereux même dans l'absolu, dangereux. Mais les bénévoles, en fait, continuaient à travailler comme si, à vouloir aider les autres, comme si de rien n'était. Parce que bon, moi évidemment, je les suis depuis, je vous disais, depuis une quinzaine d'années. Donc je commence. Et en fait, j'avais l'impression qu'on était comme un jour normal. C'est-à-dire, ils étaient là. Alors donc, on commence quand? Ils s'organisaient. Bon, évidemment, il fallait un peu réorganiser les méthodes de travail avec, notamment. Si on pense à la réouverture des douches, il a fallu employer une société privée qui est venue tout nettoyer avant, après chaque douche, etc. Donc ça compliquait un peu les choses. Mais sinon, pour les bénévoles, toujours pareil. Et puis, même, j'ai pu constater chez certains vraiment une implication énorme, une envie d'aider. Voilà, ouais, ça c'est vraiment fort, ouais. Donc là, de manière générale, votre travail de photographe au sein du Secours catholique, il est très vaste parce qu'il touche énormément de public. Je me souviens qu'au téléphone, avant qu'on se voit là en interview, vous m'aviez parlé notamment des migrants au Mexique, vous m'aviez parlé des réfugiés syriens. Oui. Donc le Secours catholique, c'est un énorme travail qui est un peu sur tous les fronts. Oui, oui, oui. Comment quand on est là pour immortaliser des moments, immortaliser des scènes d'aide, de prise de contact, comment on se prépare à ça et comment, alors il y a l'habitude des 15 ans d'expérience, mais comment on va venir un peu tâter le terrain parce que chaque rencontre est nouvelle.
bon, déjà, on essaye de préparer un peu le travail à l'avance, hein, c'est-à-dire bien se documenter, se renseigner sur là où on va aller, le contexte, la situation un petit peu géopolitique, économique, pour déjà se plonger un petit peu dans l'histoire avant de partir sur le terrain. Voilà. Et puis après, on essaye d'affiner un... Alors j'essaye toujours évidemment de partir avec un angle assez précis sur ce que j'ai envie de raconter. Ça se passe pas toujours comme on avait prévu, c'est ça qui est bien, voire assez rarement. Mais au moins l'idée, le fait d'avoir travaillé le sujet, d'avoir une idée assez précise, bon après si on change, c'est bien. Parce que de toute façon, il faut se laisser aussi aller à la réalité du terrain. Pour moi, c'est le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment en rendre compte le mieux possible. Après, quand on arrive concrètement sur le terrain, ben, on rencontre des gens qui finalement, que ce soit au Mexique, au Liban, à Madagascar ou en Inde, sont à peu près tous pareils. Ils ont tous envie de rire, de pleurer, et ils ont d'échanger des choses. Donc bon, ça reste on est sur de l'humain, quoi. Et c'est à peu près la même méthode finalement que je vais appliquer avec les gens que je vais rencontrer juste à côté de chez moi à Bordeaux. On va échanger, on va expliquer, on va parler de choses parfois complètement anodines, et puis après, voilà, le reportage va commencer de façon finalement assez naturelle, au bout d'un moment où les gens vont plus du tout penser qu'il y a un photographe avec un appareil photo qui est juste à côté. Ouais. Donc sur le terrain, il y a quand même cette prise de contact qui est très importante et au final, il faut l'établir aussi rapidement parce que pendant les actions, vous restez pas des mois et des mois sur place, évidemment. Évidemment. Du coup, ce contact, pour le créer, donc il y a aussi les bénévoles qui sont là pour amener tout ça, pour faciliter en effet le travail. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des petites techniques, des anecdotes à force pour briser la glace et arriver en fait avec l'appareil photo finalement? L'humour, c'est pas mal. Essayer même dans des situations un peu terribles, de prendre un petit peu le contre-pied de tout ça, ou voilà, d'être un petit, voilà, c'est bien. Et puis sinon, je pense qu'il faut être le plus naturel possible, quoi. C'est-à-dire que les gens ressentent vachement l'honnêteté, l'humanité. Si on est assez humain, qu'on s'intéresse à eux, à leur vraie vie, est-ce qu'ils ont des enfants, quel âge ils ont, ils vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, c'est quoi leur parcours, leur vie, enfin bon, voilà quoi, s'intéresser. À partir de là, après, bon, les choses se déroulent assez naturellement, s'intéresser à eux, à leurs problèmes, et puis après, on verra pour les photos, dans un deuxième temps. Ce qui reflète donc une vraie réalité. Alors, il y a une autre réalité qui est un peu que celle du récit en images, puisque c'est ce que vous venez apporter. Il y a des choses aussi qui rendent fiers et qui soulèvent un peu de positivité. Donc, c'est peut-être des choses que vous pouvez suivre au quotidien sur différents accompagnements de manière plus régulière. Si on prend l'exemple des maraudes, moi j'en ai suivi quelques-unes, j'en ai suivi une il n'y a pas très longtemps à Toulouse aussi, où les gens aussi font un travail formidable auprès des sans-abri, et on voyait bien que c'est compliqué d'arriver auprès des gens qui sont dans la rue le soir, en pleine nuit, d'aller vers eux, on peut pas, il faut du temps. Alors il faut y aller une fois, il faut y aller 2, 10, 20 fois pour que ils soient en confiance, ils vous connaissent, ils osent vous demander des choses. Parce que souvent les bénévoles arrivent et disent de quoi avez-vous besoin, puis bon, par une espèce de pudeur ou de non, mais ça va. Alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est juste qu'ils savent pas trop à qui ils ont affaire et qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour déjà pour demander des choses, parce que c'est pas facile de demander des choses. Donc c'est vrai, quand on connaît bien les gens, c'est plus simple. Moi j'ai vu. Alors après évidemment, comme les bénévoles ils vont tous les jours, parfois 3 fois, 4 fois par semaine, j'ai vu quand on arrive, les choses sont simples, ils se connaissent, ils s'appellent par leur prénom. Un qui m'a fait la bise, par exemple, comme ça, j'étais content. Des choses qui se feraient plus en ce moment, mais
Mais parce que j'étais avec les bénévoles qui allaient souvent, du coup, il était en confiance, et du coup, il se sentait bien, il demandait les choses, il parlait librement, apaisé. Voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est dire que c'est vrai que d'y aller très régulièrement, depuis des années, voilà, ça crée un lien extraordinaire. Et après, ça aussi, ça se voit en photo. C'est-à-dire que tout ça, ça crée des images qui sont évidemment extrêmement vraies, extrêmement pertinentes, qui reflètent la réalité. Et une réalité, une intensité, un lien qui existe entre ces personnes. Voilà. Vous parlez de réalité parce que, en effet, c'est ce que vous montrez pour à la fois marquer, peut-être des fois choquer. Est-ce qu'il y a parfois des anecdotes, des choses assez spectaculaires qui se passent auxquelles on ne s'attendait pas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, c'est comme. Je sais qu'à Toulouse, par exemple, il y a des bénévoles qui aident les sans-abri, qui font la distribution le matin à 7 heures, qui font le petit déjeuner, qui font le repas du soir, qui font l'accueil de jour, etc. Et j'ai vu après, en discutant, en prenant le temps de me rendre compte que ce même bénévole, le soir, il rentre et il va dormir dans sa voiture parce qu'en fait, lui-même est sans abri et il l'a dit à personne. Et jamais personne ne le sait parmi les personnes qui sont aidées, mais il le fait en toute discrétion et il veut garder voilà, il espère qu'il va avoir une meilleure situation bientôt, mais il vit finalement une situation. Bon, il a une voiture, mais enfin, elle est immobile. Il vit dans la nuit, il fait froid. C'est des conditions pas à la rue, mais quasi. Au Mexique, je me souviens, par exemple, il y avait une histoire pour faire sortir un petit peu de la France. On était accueillis par des paysans. Le secours catholique les soutenait dans une action qui leur permettait de développer l'agriculture biologique. Donc ils avaient des champs et puis c'était compliqué parce qu'évidemment l'écran céréalier voulait leur imposer un petit peu leur céréales habituelles à base de beaucoup de produits chimiques et puis donc lutter pour utiliser cette agriculture bio. C'était très intéressant. Alors ces gens nous accueillaient chez eux, dans leur famille. Bon, on était vraiment dans un village complètement isolé du Mexique et du coup, il n'y avait pas du tout d'hôtel ou quoi que ce soit, bien évidemment. Et ils nous ont proposé gentiment de nous héberger pour la nuit. Et puis à un moment, dans la nuit, je voulais aller prendre l'air, comme on dit. Donc je me lève et puis je voulais sortir, mais en fait, je me trompe de porte. Et puis j'ouvre une porte et je vois tous les gens, toute la famille qui dormait par terre. Alors, en fait, je compris sur ce moment-là qu'ils avaient mis tout leur lit pour nous, parce que nous, on dormait pas par terre. Hein. Je me suis rendu compte que ces gens qui avaient quasiment rien, quoi, parce que c'est des gens très pauvres, donnaient tout, puisque voilà, même eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on soit bien. Donc, ils avaient aménagé les choses comme ça, sans rien dire, en toute discrétion. Bon, et moi, je m'en suis rendu compte par hasard. On aurait peut-être jamais pu s'en rendre compte, hein, mais voilà. C'était Quel est le message finalement que vous souhaitez montrer, faire passer? si on en reste à la situation actuelle, en tout cas, le message, c'est que il y a de plus en plus de demandes. C'est-à-dire que les besoins des personnes qui sont... et alors là, je parle pas seulement des sans-abri et des migrants, qui sont beaucoup, beaucoup dans le besoin, bien sûr, mais tous les gens qui sont en situation précaire, parce que moi j'ai vu par exemple des travailleurs aussi, on en a rencontré dans la rue, des travailleurs saisonniers qui peuvent plus du tout travailler. Du coup, il y en a certains qui se retrouvent dans la rue, par exemple. Il y a des gens qui étaient dans des situations très modestes, très précaires, qui se retrouvent dans une situation encore pire qu'avant. On va pas sortir du déconfinement et puis hop, c'est comme si de rien n'était. Non, je pense que la situation est un petit peu délicate pour de nombreuses personnes, et pour les entreprises et autres. Alors, ça va se répercuter en fait sur ceux qui étaient déjà les plus fragiles. C'est le sentiment que j'ai. Donc, je pense que les associations, les ONG, associations humanitaires et autres, vont être très, très, très sollicités. J'en suis quasiment sûr.